Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, on parle de révolutionner les mobilités en compagnie du patron de Transdev. On sera avec la cofondatrice de Plan Cash, un média qui veut éduquer les femmes à la finance. On parlera commerce vertueux avec les deux cofondatrices très dynamiques de Fresh Africa. Et puis, on terminera par notre point mensuel sur les transfos des entreprises avec Arnaud de Malocène de The Boson Project qui nous présentera une directrice de l'engagement, celle de Carrefour. C'est une nouvelle fonction assez peu répandue en ce moment. Qu'est-ce que ça recouvre? Quelle différence avec la RSE? On en parle tout de suite. Et pour commencer cette émission, j'accueille Thierry Mallet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Transdev. Alors Transdev, opérateur de mobilité, lit-on sur votre site internet. C'est quoi aujourd'hui finalement être un opérateur de mobilité? C'est-à-dire d'accompagner les gens de leur point de départ à leur point d'arrivée. Alors, notre métier de base, c'est le transport public, c'est des transports partagés, c'est des bus, des trams, des ferries, des trains, des métros. Et un peu partout dans le monde, on est présent dans 18 pays. Et Transdev, tous les jours, c'est 83 000 collaborateurs qui accompagnent 11 millions de passagers dans leurs déplacements quotidiens. Ah oui, 11 millions de passagers. Tous Mais les moi, jours. je ne savais pas du tout, par exemple, que vous étiez sur les ferries. On a par exemple les ferries de la baie de Ciné, qui sont des ferries très très iconiques, mais on a également la liaison entre le ferry qui va rejoindre Belle-Île, pardonnez-moi. Ah, Belle-Île en mer en Bretagne. Voilà, exactement. D'accord. Ce type d'activité fait partie effectivement de notre offre de transport. Donc en fait, vous avez un peu une vision à 360 sur tous les modes de transport qui existent aujourd'hui, à part peut-être l'aérien, quoi. Alors, on n'est pas présent dans l'aérien, on fait des services sur les aéroports, parce que, par exemple, sur la plateforme de Roissy, vous pouvez être dans un bus Transdev pour rejoindre votre avion. Oui, d'accord. Donc, ça arrive. Mais on est effectivement sur la totalité de la chaîne des mobilités. En termes de fournisseurs de mobilité, on veut intégrer toutes les mobilités, être capable d'accompagner les gens du point de départ au point d'arrivée. Alors, à la fois avec l'offre de transport, mais également avec des solutions digitales. Nous développons même des plateformes de mobilité qui vous permettent de choisir votre itinéraire, de le construire, en incluant la voiture, en incluant les parkings, en incluant le vélo, le taxi, pour pouvoir au mieux vous déplacer dans les meilleures conditions possibles. C'est ce qu'on appelle Mobility as a Service plutôt. Exactement. Sur ce créneau-là. Mais effectivement, cette plateforme de mobilité, on l'a déployée avec le site Movizy à Saint-Étienne, qui est une offre qui intègre effectivement tous les moyens, toutes les offres de mobilité disponibles sur un territoire. Et le schéma qu'on a mis en place est un schéma dans lequel on est en collaboration avec la collectivité locale. Les données appartiennent à la collectivité locale. D'accord. On est totalement transparent vis-à-vis des autres opérateurs, qu'il s'agisse des parkings, des vélos en libre-service, des véhicules en autopartage ou des taxis qui accèdent aussi à leurs données, et ça permet d'avoir effectivement un outil collectif qui est une bonne concurrence avec les GAFA, qui fait quasiment jeu égal avec Google sur un territoire comme Saint-Étienne. Alors, j'ai lu, moi, cette semaine, votre tribune dans Les Échos qui disait, parce qu'on parle beaucoup, effectivement, et à la fois de transition écologique et de révolution des mobilités. Et vous dites, effectivement, pas de transition écologique sans révolution des mobilités. Et vous avez cette phrase que j'ai trouvée très forte, qui était en exergue dans votre tribune, c'est « la voiture est une prison économique ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Aujourd'hui, si vous voulez, quand on regarde la façon dont on a envisager et imaginer la mobilité. Depuis les années 50, on a fait de la voiture une priorité. On a en plus un phénomène d'étalement urbain qui s'est accéléré avec la métropolisation, avec le renchérissement du coût des centres-villes, et les gens sont partis vivre de plus en plus loin. Le résultat aujourd'hui, c'est que quand on regarde la part de la voiture dans les déplacements, elle est extrêmement prépondérante. En France, la part de la voiture, quand on regarde les distances parcourues, c'est 83%. Les transports publics, c'est à peine 11%. Et donc cette voiture et les kilomètres qu'on parcourt qui sont toujours de plus en plus importants pour aller au travail en particulier, parce que le trajet domicile-travail, c'est 50% de déplacement. Eh bien, c'est effectivement un coût très très important. C'est en moyenne presque 5 000 € par an et par personne, les déplacements et les transports. Et dans moyenne 5 000 € par an? Oui. Alors, c'est tout confondu. Mais quand vous regardez et donc ça représente tout confondu, ça veut dire le prix de la voiture, des transports, l'essence, voilà. C'est la totalité. D'accord. Mais quand vous regardez les foyers modestes, vous arrivez très souvent ça peut représenter jusqu'à 20%, voire plus, des revenus disponibles. Donc c'est une part extrêmement importante, notamment pour les gens qui vont habiter dans les zones périphériques, dans la périphérie des grandes métropoles, et en particulier dans ce qu'on va appeler la grande couronne, ou qui vont appeler en milieu rural, où la voiture est la seule solution, parce qu'il n'existe pas aujourd'hui d'offre de transport public. Le transport public, il est systématiquement préféré lorsqu'il y a une offre de qualité.
par rapport à la voiture parce qu'il est moins cher. Mais beaucoup de Français aujourd'hui n'ont accès à aucune offre. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de leur offrir une offre, une alternative à la voiture. Ça ne veut pas dire qu'on va se débarrasser de la voiture. À 83%, elle fera toujours partie du modèle. Ouais. Mais si on arrivait déjà à la faire descendre à 60% de nos déplacements, ça serait un grand pas en avant, ça serait plus écologique et c'est un gain de pouvoir d'achat parce qu'aujourd'hui, comme le transport public, c'est beaucoup moins cher que la voiture. Permettre aux gens d'abandonner leur voiture au profit d'une offre de transport public qui parfois reste à inventer, notamment en périphérie, eh bien c'est un vrai gain de pouvoir d'achat et c'est là qu'est le gain de pouvoir d'achat. C'est la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire qu'effectivement, en plus avec l'envolée des prix de l'énergie et du pétrole notamment, cette question devient très très sensible. Mais quelles alternatives crédibles est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui ? Parce que vous le dites vous-même, c'est-à-dire on a de plus en plus un étalement et donc on n'a pas forcément le métro ou le bus ou que sais-je, le tramway au pied de chez soi qui va nous emmener jusqu'à notre lieu de travail par exemple. Alors il existe des solutions mais qui n'excluent pas complètement la voiture. La voiture fait toujours partie de cette solution-là, mais au lieu de faire 50 km en voiture, on va en faire 5 ou 10. Et donc on a un gain important. Je vais vous donner un exemple, c'est par exemple la ligne de car qu'on a mis en place entre Créon et la ville de Bordeaux, et la métropole de Bordeaux. On est à 30 km de Bordeaux à Créon. Et donc, on a mis en place des lignes de car qui vous permettent de relier tous les jours la ville de Bordeaux. Ça a été fait en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine et la métropole de Bordeaux. Et depuis le début, on a près de 1000 personnes par jour. Parce que vous venez garer votre voiture sur un parking et vous prenez ce car et vous économisez 200 € par mois d'essence. En prenant le car. Ah mais c'est pas négligeable. Ben oui, et tout l'enjeu, on le voit bien, on retrouve la problématique des gilets jaunes, on retrouve la problématique de ces gens qui effectivement n'ont pas d'offre de transport et sont un peu malheureusement laissés pour compte. Et donc, d'où l'importance aujourd'hui de structurer des offres. Et c'est la LOM, la loi d'orientation des mobilités, permet justement d'inventer ce nouveau type d'offres qui permettent de ne pas tout à fait se passer de la voiture, mais d'en réduire l'usage de manière importante. Peut-être de se passer de la deuxième voiture grâce à des offres qui vous permettent en particulier de mieux connecter les métropoles et l'aire urbaine, l'aire de vie qui maintenant sont devenues de plus en plus grandes. Et on voit très bien que les grandes métropoles, je pense à Bordeaux, mais on peut penser également à Rennes ou à Nantes, ont effectivement des zones d'influence de 30 à 40 km. Et donc c'est important d'offrir une offre de transport dans ces zones-là pour que les gens puissent venir travailler parce que aussi, les emplois sont de plus en plus concentrés justement dans le cœur des métropoles. Vous avez mentionné les gilets jaunes. Vous pensez que si on n'agit pas sur cette question de la mobilité, c'est un facteur d'explosion sociale ? Alors, clairement, ça l'a été une fois, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, l'augmentation du prix du carburant, si vous n'avez pas d'alternative et que la voiture est le seul moyen, ça devient effectivement, ça peut devenir très très difficile sur le plan financier. C'est ce qu'on avait vécu effectivement avec l'augmentation des taxes au moment de la crise des Gilets jaunes. Aujourd'hui, on sent que les gens comprennent un peu mieux l'augmentation parce qu'elle n'est pas liée à une décision politique, mais elle est plutôt le fait d'une situation compliquée et notamment aggravée avec la guerre entre la Russie et l'Irak. Mais clairement, on sent, pardon, la Russie et l'Ukraine, pardonnez-moi, mais on sent qu'il y a un vrai enjeu d'accompagner ces populations. Et il existe aujourd'hui des solutions pour le faire. J'ai évoqué tout à l'heure les parkings relais, les cars express, mais il y a également le covoiturage, il y a également le transport à la demande. Il y a plein de solutions différentes qu'on peut adapter aux différents territoires pour justement traiter la mobilité dans les zones peu denses. Vous avez vous-même d'ailleurs publié un ouvrage sur ce thème, ça s'appelle « Voyage au cœur de la mobilité », c'est aux éditions du Cherche Midi, c'est paru je crois en mars dernier. Vous proposez dans ce livre un nouveau pacte environnemental et social. Sur quoi pourrait justement reposer ce pacte ? Il pose sur le constat. D'abord, le livre, il cherche à faire un premier constat des enjeux de mobilité que j'évoquais tout à l'heure. Le fait en particulier qu'on a une prédominance extrêmement forte de la voiture. Et que pour pouvoir effectivement sortir de ce tout-voiture, alors pas en la supprimant, j'évoquais tout à l'heure passer de 83% à 60%, ça serait déjà un pas important. Ça va supposer d'abord de travailler à la bonne échelle, pas simplement se concentrer sur le cœur des métropoles comme on l'a déjà fait. Il y a déjà effectivement des solutions de mobilité et les gens qui se déplacent dans le cœur des métropoles le font avec les transports publics. Et la plupart des voitures d'ailleurs qu'on a aujourd'hui dans le cœur des métropoles sont des voitures qui viennent de la périphérie et qui n'avaient pas de solution. Et on ne résoudra d'ailleurs pas le problème de ces métropoles si on ne résout pas le problème de la périphérie. Ouais. Donc le premier enjeu, c'est de travailler à la bonne échelle, c'est de travailler à l'échelle du bassin de vie. Donc avoir la bonne dimension, ce qui va supposer effectivement un travail étroit entre les métropoles et les régions et également les autorités organisatrices ou les villes périphériques. Ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est effectivement
avoir de l'offre de transport. C'est pas en baissant le prix du transport que les gens viennent dans le transport. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Ça marche pas, les transports gratuits, par exemple, dont on entend régulièrement parler, le serpent de Alors, les mer, transports gratuits, ça incite les gens à les utiliser, mais ça ne fait pas venir forcément des nouvelles personnes. On le voit très bien aujourd'hui, l'augmentation du prix de l'essence n'a pas augmenté de manière très très significative la fréquentation dans nos bus aujourd'hui. Ah oui. Parce que le choix du transport public, vous le faites parce que vous avez une offre qui est une solution pratique, qui est compétitive avec la voiture. Donc l'important pour avoir demain plus de gens dans les transports, et pas simplement des gens qui marchaient à côté du transport et qui le prennent parce que c'est gratuit, c'est d'avoir une offre supplémentaire en grande couronne. Donc on a vraiment besoin d'un choc d'offres. Et pour financer cette offre, une des solutions, c'est d'ailleurs de faire payer ceux qui habitent dans le centre et qui peuvent payer, sachant que ceux qui sont effectivement dans des situations plus compliquées, les plus modestes, on a des systèmes de tarifs solidaires qui empêchent de les faire payer trop cher et qui même peuvent leur donner le transport gratuit pour ceux qui ne peuvent pas payer. Alors attendez, là vous m'avez perdu. Comment on fait payer ceux qui habitent dans le centre et qui a priori n'ont pas besoin des transports? Alors, ceux qui habitent dans le centre, ils payent déjà les transports publics. Et l'idée, c'est pas de leur faire de la gratuité, l'idée, c'est de continuer à les faire payer. D'accord. Parce qu'ils peuvent tout à fait se passer de leur voiture. Par contre, si vous faites ça, vous avez des recettes que vous pouvez utiliser pour les gens qui sont en périphérie, continuer d'offrir de l'offre. Alors que si vous faites de la gratuité sur des systèmes existants, vous vous privez d'une source de recettes qui aurait pu permettre d'étendre l'offre. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de faire de la gratuité pour avoir plus de monde dans les transports. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir plus d'offres pour pouvoir se passer de sa voiture. Le vrai gain de pouvoir d'achat, ce n'est pas de payer moins cher les transports publics, c'est d'avoir une alternative à la voiture. Aujourd'hui, 80% des Français n'ont pas le choix et doivent prendre leur voiture tous les jours. Et si on est capable d'offrir en partie une offre qui leur permette de se passer de leur voiture et de ne pas faire 50 km, d'en faire que 10, eh bien, ça sera un gain très considérable de pouvoir d'achat, une amélioration également de leurs conditions de vie. Et une amélioration également écologique, parce que quand on a des transports partagés, c'est forcément moins d'émissions. Mais ça nécessite aussi une volonté politique. À un moment, vous travaillez vous-même avec les collectivités territoriales énormément. Est-ce qu'elles sont prêtes aujourd'hui à faire les investissements nécessaires, prévoir éventuellement les chantiers que ça peut susciter, et puis vous accompagner sur cette stratégie-là? Aujourd'hui, le dialogue, les collectivités qu'on rencontre sont de plus en plus sensibles à cet enjeu de mobilité, à l'enjeu effectivement de desservir la totalité du bassin de vie. Et il y a effectivement des solutions qui sont à longue haleine, qui sont forcément plus coûteuses. Ça va être le train. Le train fera partie de la solution. Les trains régionaux sont une très très bonne solution pour desservir les périphéries. Mais à très court terme, on peut faire des solutions avec le car. La solution que j'évoquais tout à l'heure entre Créon et Bordeaux, elle a été mise en place en 6 mois. Et donc, ça suppose simplement de mettre en place des cars. Et aujourd'hui, il peut y avoir des parkings aussi, non pour Alors, les parkings, on peut utiliser des parkings existants. Les parkings, on peut les faire dans des zones peu denses. On n'est pas obligé de les faire justement dans les centres-villes. On peut le faire sur le bord de la route. Parce qu'on ne vient pas forcément vous chercher devant chez vous. On admet le principe que vous pouvez faire une partie de ce trajet en voiture. Ou même demain, si c'est 4 ou 5 km, vous allez le faire en vélo. Et là, si vous mettez des parkings vélo, vous pouvez effectivement faire 4 ou 5 km en vélo. 50 km, vous ne les ferez jamais en vélo. Vous avez un autre exemple du côté de Saint-Arnaud? Alors, il y a un autre exemple, c'est exactement en région parisienne, c'est le parking de Brie-sous-Forges, où on a effectivement un parking qui est à 50 km de Paris, et vous avez des cars qui vous amènent jusqu'à la gare de Massy en 20 minutes chrono. Là, il y a une voie dédiée sur l'autoroute. C'est une solution qui existe depuis plus de 10 ans. Et vous avez aujourd'hui, la demande est tellement forte, des cars toutes les 5 minutes le matin. On a dû passer sur des cars à Impérial, à 2 étages, pour répondre à la demande des personnes qui, du coup, peuvent prendre ce car et se connecter à la gare de à la gare de Massy, qui est la première grande gare en région parisienne. Mais en fait, c'est un peu le retour en grâce des cars. Enfin, on a beaucoup parlé des bus Macron, mais c'était déjà l'idée, en fait. Ah ben le car est une bonne solution et la route est une bonne solution. La route existe, on peut l'utiliser. Il faut parfois donner des voies dédiées. Ces voies dédiées peuvent être dédiées à la fois à des cars et au covoiturage, ce qui permet effectivement d'avoir une offre importante, ce qui incitera également à faire plus de covoiturage. Oui, bien sûr. Et on voit que ce sont des solutions qui existent et qu'on peut rapidement mettre en œuvre et qu'on peut rapidement déployer pour répondre à cet enjeu à la fois de pouvoir d'achat, de transition écologique et de qualité de vie. Comment est-ce que vous voyez, vous, le mix énergétique dans les transports sur les années à venir?
parce que j'imagine que c'est des questions que vous regardez de près, évidemment. Est-ce qu'on a un peu de mal à y voir clair entre les véhicules électriques qui restent un peu chers, qui posent le problème du rechargement, les véhicules hydrogène dont on ne sait pas très bien encore aujourd'hui quel sera leur déploiement? Quels sont les choix technologiques que vous faites? Alors, on est dans la vision effectivement des bus et des cars, hein, dans une vision un peu particulière. Clairement, l'électrique, c'est une très très bonne solution pour les bus urbains. Aujourd'hui, on a une flotte de 1800 bus électriques, hein, et c'est en train d'augmenter de manière très très rapide. On vient d'ailleurs de lancer une grosse exploitation de bus électriques en Colombie avec 400 bus d'un coup. Hein. On vient à Bogota. Qui est notre plus grosse opération avec des bus électriques. Et on voit que c'est une solution qui a été mise en place en 1 an et demi. Hein. On a construit un nouveau dépôt pour accueillir ces bus. Et c'est vraiment une solution qui marche bien. Et en France, alors avant la crise actuelle, avec le prix de l'électricité antérieure, le prix du pétrole antérieur, on avait effectivement un coût équivalent sur la durée de vie du bus entre un bus électrique et un bus diesel. L'avantage des bus chez nous, c'est qu'ils reviennent au dépôt le soir, donc c'est facile de savoir quand ils rentrent, c'est facile de les charger, c'est beaucoup plus facile que pour des particuliers. L'enjeu va être effectivement d'avoir suffisamment de bornes de recharge pour que le véhicule électrique se déplace. Pour des plus grandes distances, il y aura à terme l'hydrogène qu'on commence à expérimenter. On a une 50aine de véhicules hydrogène aujourd'hui. La solution marche, mais est encore extrêmement chère. Et il y a le biogaz. Le biogaz qui est une extrêmement bonne solution. Je pense qu'on a besoin d'un vrai mix énergétique. On ne peut pas mettre effectivement tous nos œufs dans le même panier. Et c'est important de garder de la diversité là aussi. Et donc le biogaz est une bonne solution, notamment le biogaz renouvelable qui est fait à partir de biodéchets ou de déchets agricoles, qui lui permet également de capturer des émissions de méthane qui auraient été faites naturellement dans la nature par la dégradation de ces produits, de les capturer, de les transformer en un CO2 qui est beaucoup moins émetteur ou avec un effet, je dirais, à effet de serre beaucoup plus limité que celui effectivement du méthane. Vous avez mentionné la Colombie, vous êtes présent, vous disiez, dans 18 pays. Moi, j'aimerais savoir quel regard est-ce que vous portez sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. Est-ce qu'il y a des initiatives que vous avez repérées et où vous vous dites, voilà, nous, on devrait s'en inspirer aujourd'hui? Les belles initiatives, c'est le passage électrique, c'est le passage au biogaz. On vient de le faire à Göteborg avec 400 bus nouveaux. Voilà, il y a un mélange d'ailleurs à Göteborg, en Suède, de bus à la fois électriques et de bus biogaz. On vient de lancer ces 400 bus électriques en Colombie. En Colombie, on a aussi un BRT, c'est-à-dire un bus en site propre, qui traverse toute la ville et qui transporte tous les jours 2,5 millions de personnes, c'est-à-dire l'équivalent des RER A et B avec des bus. Alors, c'est des bus de 27 mètres, des bus biarticulés. Des bus de 27 mètres? Oui, des biarticulés. Donc, ça montre que le bus peut être aussi une ça fonctionne sur une voie propre? Enfin, c'est pas possible. Alors, c'est sur des voies dédiées, qui traversent la totalité de la ville de Bogota, et il n'y a aucun feu, parce qu'il passe systématiquement sous les carrefours, et ça vous permet d'ailleurs de traverser avec ces bus Bogota 2 fois plus vite que vous ne le feriez avec une voiture individuelle. Incroyable. Oui, donc il y a des vraies solutions, et j'en décris plusieurs comme ça dans mon livre, qui sont effectivement extrêmement inspirantes et qui montrent qu'il existe des solutions. Après, il faut les adapter à chaque territoire en fonction des attentes, des besoins du territoire, mais qu'il existe plein de solutions qui permettent effectivement de limiter l'usage de la voiture et de s'en passer. Évidemment, comme nous tous, vous êtes soumis aux aléas des prix de l'énergie. Quel impact est-ce que ça aura sur vos comptes cette année? Comment est-ce que vous voyez cette année 2022 là, pour Transdev? Alors, effectivement, le prix de l'énergie a un impact important. C'est je dirais, après les coûts de personnel, c'est notre deuxième coût. Sur le gasoil, on a l'avantage d'avoir des indices qui fonctionnent bien, qui reflètent bien l'augmentation du prix de l'énergie. On a un vrai enjeu d'augmenter la fréquence de révision et de ne pas attendre 1 an avant de réviser les formules tarifaires. Donc ça, l'enjeu, c'est d'accélérer la révision. Par contre, sur l'électricité et le gaz, on a souvent des formules tarifaires qui ne capturent pas le prix, l'augmentation des prix, car il y a un mélange de tarifs industriels et de tarifs individuels. Et on voit bien qu'on a volontairement bloqué les prix de l'énergie pour les particuliers. Et je voudrais prendre par exemple le prix du gaz naturel, où le coût du gaz pour les opérateurs a été multiplié par 3, alors que les indices n'ont progressé que de 60%. Donc là, on a un vrai enjeu de retravailler les indices avec nos partenaires, avec les collectivités locales, avec les industriels, avec nos clients, pour pouvoir avoir une vraie transparence des coûts.
Vous avez publié des résultats qui étaient dans le rouge en 2021, notamment du fait des conséquences de la pandémie que vous continuez d'avoir. À quel horizon est-ce que vous pensez que Transdev aura complètement récupéré ? Alors, l'an dernier, on était positif en résultats opérationnels récurrents. C'est vrai. L'impact négatif, il vient d'un impairment, du goodwill résiduel qui avait été créé au moment de l'acquisition, de la fusion en fait entre Transdev et Veolia Transport, et qui effectivement n'était plus soutenable compte tenu de la crise qu'on traversait aujourd'hui, puisqu'on compare effectivement ces survaleurs aux résultats futurs. Et avec l'incertitude qu'on avait, on a décidé effectivement de passer un impairment sur un certain nombre de survaleurs, ce qui nous permet de nettoyer un petit peu le bilan de Transdev. Mais les résultats récurrents étaient déjà positifs l'an dernier et cette année, on espère effectivement être positif également. Merci beaucoup Thierry Mallet. Je rappelle que vous êtes le PDG de Transdev. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On poursuit cette émission avec Morgane Dion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Plan Cash, média féministe qui parle d'argent, également fondatrice d'Equally Work, plateforme de notation des employeurs sous le prisme de l'égalité de genre et diversité. Et vous dites, parler d'argent, c'est souvent comme aller chez le dentiste, c'est inconfortable. Est-ce que vous pensez aujourd'hui encore que finalement les femmes ont un problème avec le fait d'aborder les questions d'argent ? Alors, je ne pense pas que ce soit les femmes qui aient un problème avec le fait d'aborder les questions d'argent. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est l'argent qui a un problème avec les femmes. Ah bon ? Parce qu'il y a beaucoup de biais, il y a une éducation qui est très genrée et qui, en fait, repousse les femmes. On apprend aux femmes que l'argent, c'est pas fait pour elles. On leur apprend que, de toute façon, même si elles en ont, elles ne sauront pas le gérer. On leur apprend que l'investissement, c'est peut-être pas pour elles et que plutôt ce qui devrait les intéresser, c'est plutôt de faire des économies. Donc, on les met en plus dans une posture un peu d'infantilisation. Donc c'est en ça où je pense que c'est pas tellement les femmes qui sont fâchées avec l'argent, mais plutôt l'argent qui doit trouver un nouveau moyen de parler aux femmes. Et ça, c'est moins vrai chez les hommes, vous pensez ? C'est absolument moins vrai. Quand on prend les magazines, donc si on prend des magazines qui sont destinés essentiellement aux hommes, 72% des conversations qui concernent l'argent dans ces magazines, ça va être pour leur parler de la nouvelle application d'investissement, de rentabilité. Voilà, on s'adresse à eux comme à des experts qui connaissent ce sujet et on leur donne des informations concrètes. 90% des magazines qui parlent d'argent aux femmes vont leur parler de comment faire une économie, dépenser moins d'argent, faire les soldes, etc. C'est pas du tout le même discours qu'on adresse à l'une et aux autres. Et forcément, ça engendre derrière des comportements qui peuvent être différents quand il s'agit de gagner et d'investir de l'argent. Mais je veux dire, les programmes scolaires à l'école sont les mêmes, qu'on soit homme ou femme. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui que les femmes, elles aient une culture financière moins importante, moins développée que les hommes ? Alors, il y a plein de réponses, évidemment, à cette question. La première, c'est que c'est vrai, il faut quand même en prendre conscience, les femmes ont développé une forme de déficit de confiance quand il s'agit de l'argent. Elles ont moins confiance, elles se lancent moins vite, moins fort dans l'investissement. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant toute leur enfance, c'est ce qu'on leur a inculqué. Je parlais des magazines, mais l'éducation, c'est pareil. Aujourd'hui, quand on grandit, on a ces images, et on voit à la télé, etc., on a ces images de femmes qui sont dépensières, et c'est le modèle à atteindre. J'aime beaucoup parler de pop culture sur ces sujets-là, parce que ça parle à beaucoup de monde. Et si je prends des références qui vont probablement parler à plein de gens, Carrie Bradshaw dans Sex and the City, par exemple, qui est le personnage qu'on est censé vouloir être, et qui est rendu sexy aux yeux des femmes, mais aussi des hommes d'ailleurs, elle est sexy notamment parce qu'elle ne sait pas gérer l'argent. Elle ne peut pas acheter son appartement parce qu'elle a acheté trop de chaussures. Et en fait, c'est ces modèles-là qu'on va pousser vers les femmes et qui va alimenter ce déficit de confiance qu'elles ont. Mais vous pensez qu'il faudrait revoir ça et pourquoi pas intégrer des briques dédiées à l'école, par exemple ? C'est vrai que je réfléchissais, même à l'école, on n'a pas aujourd'hui, dans les programmes scolaires, de cases où on apprend à gérer son budget. Ça n'existe pas, ça. Absolument. Moi, je suis absolument partisane du fait de réintégrer, pour tout le monde, pour le coup, des briques de gestion d'argent, de négociation de salaire, de gestion de budget, de comment on fait ses impôts, de comment est-ce qu'on investit de l'argent, les différents produits bancaires, etc. Et aujourd'hui, ça manque clairement. Ce sont des choses qui sont pratiques
dans la vie de tous les adultes, et malheureusement, ce à quoi l'école ne nous prépare pas. Et je pense effectivement que ce serait des modules qu'il faudrait remettre dès le lycée. Alors, c'est marrant, vous parlez de produits financiers. Je suis tombée sur cette étude de mars dernier, le Cercle de l'épargne, qui publie une étude sur les inégalités hommes-femmes concernant l'épargne pour la retraite. 72% des femmes n'ont jamais entendu parler du PER, contre 63% chez les hommes. Ça fait quand même un écart de 9 points. Alors qu'a priori, on a tous accès au même niveau d'information. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer un truc pareil ? En fait, c'est justement ça, on n'a pas accès au même niveau d'information. C'est ça le souci. Quand vous allez voir votre conseiller ou conseillère bancaire, cette personne-là va être elle-même biaisée dans son rapport à ses clients ou à ses clientes et ne va pas du tout proposer les mêmes produits. Là, on parlait du plan d'épargne retraite, mais ça va être le cas pour d'autres types d'investissements. En fait, on va proposer des choses beaucoup moins risquées, on va proposer des choses beaucoup plus classiques aux femmes, et ça, c'est seulement quand on leur en propose. Mais au-delà de ça, les femmes non plus vont pas forcément se tourner parce qu'elles ignorent parfois juste que ça existe. Parce que, encore une fois, c'est ce que je disais, on les a pas poussées, on leur a pas enseigné à aller chercher cette information-là, ou en tout cas, cette information ne se trouve pas dans les cercles dans lesquels les femmes puisent leurs connaissances. Et c'est très intéressant parce que nous, du coup, on organise beaucoup de formations, c'est un des piliers chez Plan Cash, et on pose des questions aux femmes quand on fait ces formations, on leur pose des questions pour savoir quelles sont leurs principales problématiques concernant le sujet. Par exemple, si vous faites des premiers pas dans l'investissement bancaire, quel est votre premier problème ? Et on leur propose tout un tas de réponses. Dans les réponses, il y a notamment je n'ai pas confiance, etc. Et en fait, ce qu'elles nous répondent en majorité, c'est très intéressant. Elles ne nous répondent pas je n'ai pas confiance ou j'ai peur de ne pas savoir faire. Elles nous disent juste je ne sais pas par où commencer. C'est juste ça. C'est-à-dire, c'est très concrètement, elles ont juste besoin qu'on leur dise que ça existe, sans employer de jargon compliqué, sans les prendre non plus pour des enfants, et juste simplement qu'on leur parle à un être humain qui a la capacité d'investir sur son avenir. Alors, le truc, c'est que ça ne se résume pas uniquement à la gestion des finances personnelles. Ça va bien au-delà. C'est-à-dire qu'il y a encore eu le dernier baromètre Sista. Là, aucune des levées de fonds supérieures à 50 millions d'euros réalisées en France par une équipe fondatrice composée uniquement de femmes en 2021. Année pendant laquelle 88% du montant levé par les startups françaises a été capté par des équipes fondatrices 100% masculines, alors qu'on a eu quand même une année record en levée de fonds. Et pire que ça, le financement des équipes 100% féminines s'est dégradé. Donc, au-delà de donner un meilleur accès aux femmes, il y a d'autres choses à changer. C'est tout l'écosystème qu'il faut un petit peu secouer aussi, non ? Absolument. Alors, sur le cas particulier de l'investissement, il y a effectivement plusieurs problèmes qui se posent. Le premier étant les biais qu'il peut y avoir chez les équipes d'investisseurs, les biais, les VC, etc. On sait, notamment par plusieurs études, que les investisseurs ne posent pas les mêmes questions aux femmes ou aux hommes lorsqu'ils viennent pitcher. Aux femmes, on va les mettre dans des postures d'échec. On va leur dire, si vous échouez, comment allez-vous réagir ? Si vous rencontrez tel problème, comment est-ce que vous allez faire pour vous en sortir ? Alors que les hommes, on leur pose des questions sur leur perspective de réussite. En fait, quand vous allez réussir ça, c'est quoi la prochaine étape ? C'est quoi les étapes que vous allez mettre en place pour atteindre tel objectif de croissance, etc. C'est pas du tout la même posture. Déjà, elles sont pas du tout les mêmes questions. Ce qui veut dire que dans l'esprit des gens qui interviewent les entrepreneurs et les entrepreneuses, il n'y a pas du tout la même projection. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est vrai aussi aujourd'hui encore que les femmes qui entreprennent, elles entreprennent encore beaucoup dans des secteurs qui ont de moindres potentiels de croissance financier. Aussi parce qu'il y a une ségrégation des métiers et des activités et que les femmes vont beaucoup plus entreprendre dans des industries de services, sur l'éducation, etc. Et les hommes beaucoup plus sur de la deep tech, sur de l'industrie. Or, il s'avère que la majorité des fonds sont quand même plutôt sur ces activités-là. Et donc, il y a ça aussi qui rentre en jeu. Mais ça veut dire qu'on en revient à l'éducation, c'est-à-dire qu'il faut aussi pousser les femmes à aller vers ces filières-là à un moment. Absolument. Alors là, du coup, on fait vraiment le tour de toute la question et c'est vrai que c'est très imbriqué. Il y a une responsabilité des gens à titre individuel, des institutions, de l'éducation nationale, de l'éducation qu'on donne à nos enfants dans nos foyers aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors ça a un petit peu évolué, mais ça reste encore très faible. Les femmes s'orientent beaucoup moins vers les carrières qu'on dit STEM, donc Science, Technology, Engineering et Mathematics, qui sont aussi
aujourd'hui les carrières dans lesquelles il y a le plus d'argent, pour tout un tas de raisons. Elles ont moins de rôle modèle. Les enseignants, encore une fois, sont biaisés, vont moins les pousser dans ces carrières. Ce qui est intéressant à savoir, c'est quand elles sont diplômées, mine de rien, elles sont moins nombreuses à aller dans des métiers sur ces sujets-là. Elles vont plutôt retourner dans l'enseignement parce qu'elles ont inconsciemment conscience que le secteur est aussi très biaisé en leur défaveur et que ça va être très compliqué pour elles. Et d'ailleurs, on le sait, au bout de 10 ans, la moitié des femmes sortent en fait de ces activités de toute façon et elles changent de carrière. Parce que malheureusement, j'ai envie de dire, le secteur est encore très masculinisé et donc a une culture qui n'est pas très inclusive. Est-ce que quand même vous n'avez pas le sentiment que la nouvelle génération a un peu moins ces problématiques-là et ose davantage notamment réclamer une négociation de salaire ou ce genre de choses? Aujourd'hui, les femmes demandent encore moins de salaire que les hommes. Hein. J'ai plus le pourcentage exact en tête, mais je crois que c'est quelque chose dans la 40% et quelques des hommes qui demandent de négocier leur premier salaire, contre à peine 20% et quelques des femmes. Mais c'est parce que c'est pareil, c'est un exercice qu'on leur a pas appris à faire. Aux hommes non plus, mais aux hommes, on leur a appris à être audacieux. Et donc, du coup, ils ont moins peur de la prise de risque. Ils y vont plus vite et plus fort. Alors que les femmes, elles ont beaucoup plus de crainte quant à la réception que ça va générer chez leur interlocuteur, et à juste titre, parce qu'une femme qui négocie, elle est perçue comme plus autoritaire, elle va être perçue comme moins facile à travailler avec, et donc du coup, inconsciemment, on se projette moins dans l'exercice parce qu'on sait que derrière, il y a un coût social qui va s'ajouter, et qu'il est très difficile à surmonter ce coût social. Qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, aux femmes qui viennent vous voir et qui vous disent, bah voilà, par exemple, clairement, j'arrive pas à négocier mon salaire, je sais pas faire, j'ose pas frapper à la porte de mon manager? Alors la première chose, c'est qu'on leur apprend à identifier les obstacles. Parce que quand on négocie et qu'on est une femme, on fait face à des obstacles qui sont spécifiques à notre genre, que les hommes ne vont pas rencontrer. Par exemple, ce que je viens d'expliquer, le coût social de la négociation, qui est beaucoup plus fort chez les femmes que chez les hommes. Donc déjà, on leur explique un petit peu le contexte, parce qu'il faut vraiment comprendre où on est pour trouver des parades et des solutions aux problèmes spécifiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on leur apprend à se décomplexifier de l'argent, justement. Donc, moi, je fais des exercices où, de manière très claire, je dis en plein milieu de la formation, je veux gagner plein de thunes, je veux faire plein de thunes et j'en ai pas honte. Et je pense que c'est un discours qu'il faut généraliser beaucoup plus parmi les femmes. Et ensuite, on leur apprend des techniques. Il faut rationaliser, en fait, cet exercice vraiment. Il faut trouver de l'information, il faut se préparer, il faut savoir combien gagnent les autres, combien gagnent les hommes. Parce que au même poste? Pour les mêmes postes, parce qu'on a tendance à plutôt, quand on ose demander à ses collègues ou à ses amis combien elles gagnent, on va plutôt demander aux femmes, parce qu'on va être plus à l'aise dans l'exercice. Sauf que comme c'est les hommes qui gagnent plus, en nature et en fixe, ça ne nous apprend pas grand-chose. Exactement, donc c'est plutôt aux hommes qu'il faut poser la question, mais il faut d'ailleurs que les hommes fassent partie de cette conversation, c'est absolument primordial. Donc on leur apprend à les poser les questions. D'ailleurs, pour les aider, nous, on a mis en place chez Plan Cash un formulaire où vous pouvez renseigner de manière anonyme votre salaire avec tout un tas d'informations, et ensuite vous avez accès à toute la base de données, donc on a à peu près 1 millier de salaires comme ça, c'est gratuit, c'est accessible en ligne, et ça peut vous donner une idée sur votre marché ou sur votre métier d'à peu près quelles sont les conditions. Voilà. Et ensuite, je disais des actions très spécifiques sur comment est-ce qu'on annonce le montant, comment est-ce qu'on calcule déjà le montant qu'on veut demander, comment est-ce qu'on l'annonce, comment est-ce qu'on défend son discours, comment on se prépare aux différentes questions, aux scénarios qui peuvent aussi arriver pendant la négociation. Donc voilà, c'est beaucoup de préparation. Merci beaucoup Morgane Dion. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Plan Cash. Et on parle commerce vertueux aujourd'hui avec Katia Kouseke, bonjour. Bonjour. Et Noëlla Ligan, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux les cofondatrices de Fresh Africa. Noëlla, c'est quoi Fresh Africa? Fresh Africa, en fait, on construit tout simplement une supply chain vertueuse et transparente entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe de produits ultra frais tropicaux, et on s'appuie sur la blockchain pour ça. Mais alors, Katia, comment est-ce que vous êtes lancée? Quelles sont en fait les expériences qui vous ont conduit à vous dire, en fait, il manque une brique aujourd'hui? Alors, les expériences, elles sont multiples. Si je devais résumer, c'est, on va dire que l'expérience client que vivait ma mère à l'époque pour aller chercher des produits tropicaux, je voyais cette complication-là. Donc, j'ai eu l'idée d'aller aller chercher moi, digitaliser un peu ce process. Donc en allant chercher, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'opacité autour de ces produits. En me demandant pourquoi, j'ai pu découvrir qu'il y avait par exemple de l'esclavage moderne ou des enfants qui travaillaient sur les champs, qu'il y avait plein d'éléments qui étaient cachés. Et venant de là, je me suis dit, on est originaire de ces pays-là, mais on va y aller nous-mêmes, aller chercher, aller trouver ces producteurs et ramener ces produits. Comment vous les sourcez, comment vous les contrôlez ensuite, Noëlla?
Donc, en fait, nous, l'innovation vient dans le sens où on a coupé tout ce qui est intermédiation. Donc, on va les sourcer directement. Et il faut savoir que chez Fresh Africa, on travaille avec des petits producteurs qui se trouvent dans des zones enclavées. Donc, ils utilisent encore des processus, on va dire, traditionnels. Et donc, on va les sourcer directement. Sur place, on a une équipe qui s'occupe du pré-sourcing, qui va sélectionner pour nous des producteurs qui répondent à notre cahier des charges. Donc, ça veut dire une agriculture complètement naturelle, sans le moindre intra. Et voilà. Et après, nous, derrière aussi, on va faire un travail de vérification. Donc, on voyage dans tous ces pays-là. Et voilà, tout simplement, on organisait avec des hubs de vérification. Mais ça doit être, quand vous parlez de zones enclavées, ça doit être compliqué sur le plan logistique, alors ça va être un vrai casse-tête. C'est très compliqué. Mais en fait, nous, on est parti dans c'est ce qu'on se dit, c'est que ici, avant en France, c'était compliqué aussi. Il n'y avait pas toutes ces routes, etc. On ne peut pas attendre de dire que la logistique est moins compliquée pour y aller. Donc, on se débrouille, on prend des 4x4. La dernière fois qu'on y allait, Noëlla, elle est revenue avec un limbago, tellement la route sautillait. Mais ça fait partie du jeu. Et sans ça, on ne peut pas aller atteindre ces producteurs. Pour nous, c'est très important d'aller vers ces producteurs-là parce que c'est eux qui ont le plus de mal à sortir leurs produits et qui se retrouvent avec plein de produits gaspillés sur leur champ. L'idée, c'est quand même d'avoir aussi un impact derrière, de les aider à se développer, de les équiper, pourquoi pas, en panneaux solaires ou autres, c'est ça ? Absolument, absolument. En fait, il faut savoir que dans notre projet, le producteur au centre du projet et l'impact également. Donc, l'idée, c'est, en fait, on a pensé Fresh Africa comme un cercle vertueux à 360, tant au nord qu'au sud. Donc, au sud, l'idée, c'est d'avoir un impact social. Donc, déjà, c'est des produits qu'on source au prix juste, c'est important. C'est le prix du producteur, les prix. On estime qu'ici, on ne discute pas le prix de la baguette, donc il n'y a pas de raison qu'on discute le prix du producteur, en fait, quand il nous le propose. Et donc, et on va beaucoup plus loin. Ça va avoir un impact sur place aussi, c'est ne pas partir en laissant les producteurs. Donc, c'est un accompagnement dont, effectivement, comme on a dit, améliorer leurs conditions de travail en fournissant des équipements et pourquoi pas aller plus loin avec des constructions de crèches et tout ça. Et c'est pour ça qu'on a lancé entre autres les NFT. Et que viennent faire les NFT dans cette histoire ? Les NFT, pour nous, c'est un hack. On l'a vu comme ça. En fait, on s'est dit, venir sur le terrain, voir tout ce qu'on peut voir des enfants sur les champs et repartir, même si on paye le prix juste, c'est pas suffisant, c'est pas assez pour nous. Parce que pour nous, on s'identifie aux gens qui sont sur ces productions, nos grands-parents étant eux-mêmes des producteurs. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne peut pas venir avec le sac de riz de Kouchner comme à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sans rentrer dans la charité ? Donc, on a décidé d'utiliser encore une fois la technologie et toujours la blockchain pour ça. Donc, on a mis en place un NFT qui permet en fait à nos contributeurs, d'une part, de pouvoir participer à toutes les décisions qu'on pourrait prendre sur place. Et d'autre part, une NFT, quand on la vend, on reçoit de l'argent. Cet argent-là, on va pouvoir l'utiliser pour faire toutes ces constructions dont Noëlla a parlé, pour équiper tous ces producteurs. Et pourquoi pas demain devenir un garant pour un producteur qui veut aller prendre une microcrédit. Donc, voilà. La blockchain, c'est important aussi en matière de traçabilité, j'imagine. Absolument. Vraiment, la blockchain, pour nous, intervient dans ce qu'on dit, on appelle la transparence et la traçabilité. Il faut savoir qu'on est quand même dans un secteur ultra sensible, qui est le secteur de l'agroalimentaire. Donc, admettons que, comme c'est déjà arrivé par ailleurs dans le passé, qu'il y ait des scandales. Et donc, cette blockchain-là nous permet en fait de remonter tout simplement de la filière et savoir où il y a eu un problème. Et c'est aussi une blockchain qui nous sert, qui va servir dans les transactions avec les producteurs. Donc, elle intervient vraiment à toutes les étapes de la chaîne de valeur. Vous êtes incubé donc à la fois à Station F et à Rungis. Vous venez de faire une levée de fonds en crowdfunding. Où en est exactement le projet aujourd'hui ? Le projet, là, il est bien. Donc, il avance bien. On est assez contente. Ça fait à peu près 1 an et 2 mois aujourd'hui, on fête notre 2e mois d'anniversaire dans cette année. Là, on va aller chercher le B2B maintenant. Au départ, on a fait notre MVP sur du B2B, B2C. Donc, maintenant, on va aller chercher donc, de la quantité pour pouvoir aller sourcer plus de producteurs, etc. Donc, d'où l'incubation. Exactement. D'où l'incubation à Rungis aussi, parce que nos clients B2B, ça va être tant des chefs gastro, mais aussi des grossistes qui se trouvent à Rungis ou les fournisseurs de grossistes en fait. Donc là, ce qu'on fait, c'est on ouvre ce pan-là et on travaille avec eux sur notre outil qui leur permet d'avoir toutes les infos justement que cette blockchain va leur redistribuer. Où sera Fresh Africa dans 5 ans ? Fresh Africa sera partout dans le monde. C'est vraiment l'objectif.
Notre objectif, c'est d'être une première licorne à impact, n'est-ce pas? Avec un lien avec voilà, l'Afrique. la première licorne à impact avec un lien entre l'Afrique et l'Europe. Et voilà, donc Fresh Africa, dans 5 ans, c'est ça, on est partout, on distribue partout. On couvre toute l'Afrique subsaharienne, en sachant que chez nous, c'est la saisonnalité importante. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir tous ces pays-là. Et on suit, par exemple, la saison des pluies et fournir tous ces pays. Et voilà. Bon, chouette programme. Merci beaucoup, Merci. Noëlla Ligan et Katia Kousekeko, fondatrice de Fresh Africa. Et comme tous les mois, j'ai le plaisir de retrouver Arnaud de Malocène, directeur du développement de The Boson Project. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélie. Avec votre invitée du jour, Karine Kroos. Bonjour. Bonjour Aurélie. Directrice de l'engagement chez Carrefour. Arnaud, pourquoi ce sujet? Pourquoi une direction de l'engagement alors que d'habitude on est habitué aux directions de la RSE plutôt? Parce que c'est rare. Je pense qu'il y a très peu de groupes en France, Karine aura l'occasion d'en parler, qui ont une direction de l'engagement. Et je pense que ça préfigure en fait un certain nombre de choses demain qui vont provoquer des transformations profondes dans les entreprises. C'est finalement le symptôme de la situation dans laquelle sont les entreprises aujourd'hui. Elles sont à la croisée d'une multiplicité d'injonctions qui sont économiques, qui sont sociétales, etc. Et du coup, leur gouvernance doit évoluer dans ce sens-là pour répondre à ces enjeux-là. On attend des entreprises qu'elles aient un certain impact. Du coup, impact qui sera économique, impact qui pourra être environnemental, impact qui pourra être sociétal, qui va beaucoup plus large que la RSE. Et du coup, derrière ce type de direction-là, je pense, demain, sera quelque chose de généralisé qui permet aux entreprises de travailler leur alignement sur ce qu'on appelle les 3 P, People, Planet, Profit, très concentrés sur le people et le planète, et qui seront peut-être à même de scanner les plans stratégiques de chacune des BU pour qu'elles répondent à un certain nombre de critères. Aujourd'hui, il y a très peu de directions qui sont transverses comme celle-là et qui vont scanner ça. On a eu les directions de transformation digitale ou autres à l'époque. Je pense que demain, on aura quelque chose de plus vaste qui peuvent être les directions de l'engagement. Et moi, j'irais même un cran plus loin. C'est qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui ont un format économique, un statut légal, qui à côté ont une fondation, parfois un fonds de dotation, parfois une association. Et on commence à avoir des entreprises qui disent en fait, ce qui compte, c'est mes projets, mes engagements pour répondre à ma mission. Et dans mes engagements pour répondre à ma mission, il y aura mon volet économique, mais il y aura aussi les actions de ma fondation et d'une association. Et ces véhicules juridiques passeront au second plan et c'est les projets portés par exemple par une direction de l'engagement qui prendront le dessus. Et un collaborateur pourra bosser à la fois dans une BU qui vend des produits et en même temps, 2 ans après, en mobilité, travailler sur des projets qui ont un impact sociétal, qui n'ont pas forcément une visée économique, sans pour autant passer dans la fondation, changer de contrat, etc. Donc je trouve que ça préfigure un peu l'entreprise de demain. Après, il ne faut pas que ça reste en surface, mais... Alors, ça veut dire que ça va toucher à la fois les salariés, le consommateur, et que finalement, ce sera vraiment très transverse. Oui, parce que je pense que c'est la place des entreprises demain. Les consommateurs, et Karine en parlera sûrement, ils ont déjà une place prépondérante dans la vie des entreprises. Ils peuvent avoir un poids qui est absolument massif dans les décisions qui sont prises. Et du coup, ces directions de l'engagement-là, je trouve, peuvent permettre cette espèce de symétrie qu'on attend entre les engagements internes et les engagements externes. Aujourd'hui, c'était fait un peu à la marge. Avec une direction de l'engagement qui a des pouvoirs assez étendus, je trouve que ça peut apporter une certaine cohérence. Encore une fois, c'est les débuts, donc il faut après construire ça dans le dur. Mais je trouve que c'est ce type de direction-là qui, demain, impulsera des transformations profondes dans les organisations. Karine, Arnaud parle d'une direction étendue. Oui. Quand il parle de la direction de l'engagement, qu'est-ce que ça recoupe concrètement au quotidien pour vous, cette direction de l'engagement? Parce qu'encore une fois, il en existe très peu. Exactement. Alors, je pense que tout ce qu'a dit Arnaud est extrêmement juste. En effet, il y a une différence entre engagement et RSE qui n'est pas forcément facile à comprendre. Je pense que l'engagement, c'est plus large que la RSE en termes de périmètre et en termes de mode de fonctionnement. Donc, en termes de périmètre, quand on entend RSE, on entend souvent les sujets un peu de développement durable, d'économie circulaire, de biodiversité, tout ce qui est un peu lié au climat, qui jusqu'à maintenant était un peu le rôle des directeurs du développement durable. L'engagement, c'est la volonté d'aller plus loin sur les sujets un peu d'ESG, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance. Et donc, on inclut aussi le S de social, qui est quand même très important, et le G de gouvernance aussi. Donc après, je vous dirai un peu, moi, dans ma direction de l'engagement, ce qu'il y a. Mais donc, c'est une volonté d'aller plus loin en termes de périmètre et puis en termes de mode de fonctionnement. Parce que là aussi, dans RSE, on entend beaucoup le terme responsabilité, qui est une notion très juridique. On a une responsabilité, il faut l'atteindre, un peu la compliance à l'anglo-saxonne. Alors que là, avec de l'engagement, ça se traduit par impact. En anglais, c'est un job de Chief Impact Officer. On cherche à créer de l'impact. Donc, c'est pas seulement on répond à des réglementations extérieures, à des
des obligations, c'est on s'engage volontairement pour passer à quelque chose de proactif. C'est un peu comme quand on parle de transition écologique ou de transformation écologique, c'est pas la même chose. Il y en a un, c'est un état un peu subi, c'est de passer d'un état A à un état B. Il y en a un autre qui est plus proactif. Donc pour moi, la direction de l'engagement, c'est ça, c'est un élargissement du spectre, parce qu'on a bien vu que sur les sujets de climat, il n'y a pas que le côté technique, comment je réduis mes émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi, s'il y a un effort pour atteindre des politiques climatiques plus neutres, comment cet effort se répartit entre les uns et les autres, comment on le répartit quelque part socialement. Et donc, c'est l'idée qu'il n'y a pas que l'environnement, il faut aussi se mobiliser sur les autres sujets, notamment le S1. Alors, si vous mettez l'accent sur le S, ça veut dire que, par exemple, vous récupérez certaines problématiques RH ? Exactement. Donc, nous, chez Carrefour, la direction de l'engagement a été créée en février, donc ça fait 3 mois. Donc, elle regroupe les équipes qui s'occupaient de RSE. Donc là, c'est tous ceux qui faisaient la RSE en magasin chez nous, avec la lutte anti-gaspillage, la réduction des plastiques, l'offre végétale. Il y a un pôle diversité et inclusion, qui est un petit peu un pôle comme le font les compagnies aux États-Unis, qui sont parfois plus avancées que les compagnies européennes. Donc, diversité et inclusion, c'est évidemment la diversité femmes-hommes. C'est évidemment la diversité LGBT, la diversité d'origine, la lutte, évidemment, contre toutes les formes de handicap. Et chez Carrefour, ça nous parle beaucoup parce qu'évidemment, on essaye de promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap, nos salariés, mais on a aussi l'handicap de nos clients sur lequel on travaille pour que leur expérience au magasin soit inclusive. Avec les heures silencieuses, par exemple ? Avec les heures silencieuses, exactement. Voilà, qui est donc un dispositif où en fait on réduit l'intensité lumineuse et la lumière dans nos magasins pendant 1 heure pour que les personnes qui sont atteintes d'un trouble autistique, et généralement c'est plutôt des enfants, puissent venir avec leurs parents faire la course. Et donc ça, évidemment, c'est très plébiscité par nos clients parce qu'ils ont envie que leurs enfants puissent venir avec eux faire des courses. Donc voilà, pour revenir sur cette direction de l'engagement, il y a la RSE, il y a la diversité et l'inclusion, il y a les sujets de solidarité et de fondation, parce que ça aussi, on le voit avec les crises actuelles, le Covid il y a 2 ans, l'Ukraine de nos jours, les grandes entreprises sont amenées à se mobiliser. Nous, chez Carrefour, on avait débloqué un fonds d'urgence, ça a fait plein d'actions pendant le Covid, on s'est mobilisé évidemment pour les réfugiés ukrainiens en Pologne et en Roumanie. Et puis après, un sujet marque employeur, parce que là, c'est ce que disait aussi Arnaud, il y a un sujet, en effet, les jeunes valorisent beaucoup le sujet d'engagement de l'entreprise, et donc on le lit aussi en se disant qu'il faut que ça se reflète dans notre marque employeur, que les gens soient conscients de toutes ces actions qu'on fait au titre de l'engagement. Mais c'est en effet quelque chose de très neuf, parce qu'à ma connaissance, je pense qu'il y a 3 entreprises dans le CAC 40 qui ont une direction de l'engagement. Il y a la BNP qui a été assez précurseur, il y a L'Oréal, et puis désormais, il y a Carrefour. Donc en effet, c'est ce que disait Arnaud, c'est le début d'un mouvement qui, je l'espère, sera plus nombreux. Comment vous fonctionnez au quotidien ? Parce que vous avez des problématiques qui relèvent plutôt de la RSE, plutôt d'autres des RH. Est-ce que vous avez supprimé la RH et la RSE ou comment est-ce que vous interagissez en fait avec les autres directions si vous les avez conservées ? Elles sont évidemment conservées, beaucoup plus nombreuses que nous, parce que sur un groupe comme Carrefour, la DRH est évidemment une direction très forte, qui a beaucoup de travail à faire. Donc l'idée, c'est de circuler de manière, j'allais dire, la plus intelligente possible, un peu comme les directions RSE, qui généralement dans les entreprises ont un peu un rôle d'impulsion, de lancer des projets, d'essayer d'être un peu le poil à gratter. Puis quand le projet fonctionne, après c'est déployé de partout dans l'organisation. Et nous, c'est pareil sur les sujets de diversité et inclusion. C'est évidemment toutes les équipes RH qui s'en occupent au quotidien. Mais nous, on est là aussi pour essayer de leur apporter notre regard, de comment ça s'implique avec les autres sujets et comment on peut continuer à essayer d'aller plus loin. Et après, on s'appuie surtout sur tous les outils internes pour diffuser ces sujets d'engagement. Mais oui, parce qu'il faut que ça passe par la culture et qu'à un moment, ça aille jusque de chez vous, jusqu'à celui qui est dans le rayon. Exactement. Donc comment est-ce que vous l'influez, cette culture-là ? Alors ça, je pense qu'on a 2 types de réponses. On en a une première sur les outils, auxquels je crois beaucoup, mais qui ne résolvent pas tout non plus. Donc on a d'abord la politique de rémunération. Chez Carrefour, on est assez novateur, c'est-à-dire que tous les bonus à des cadres dirigeants ont une partie indexée sur la politique RSE et les résultats RSE. Et ça, je pense que tous ceux qui nous écoutent, quand ils sont patrons de filiales de business, savent que quand le bonus a une partie RSE, tout d'un coup, ils commencent à regarder on y fait plus attention. Quel est l'indicateur de biodiversité, l'indicateur de diversité homme-femme. C'est un vrai moyen de faire bouger les choses. On a notre comité d'investissement, comme dans tous les grands groupes, qui valide ou pas les investissements du groupe. Et là aussi, on a une fiche RSE. C'est-à-dire qu'avant de valider un investissement, on regarde quel est son impact en termes de gaz à effet de serre, etc. Donc tout ça, c'est des outils très utiles. Et puis, je pense que c'est la culture interne, surtout. Donc moi, je viens d'arriver chez Carrefour il y a 3 mois. Et je pense que la grande chance de Carrefour, c'est d'avoir une RSE qui est très ancrée sur le terrain, très ancrée client. C'est-à-dire qu'on fait de la RSE pour plaire à nos clients. On le fait pour nos clients. Et ça, je pense que c'est quelque part la force de ce modèle. On n'a pas tant besoin de convaincre ça nos patrons d'hypermarché. Parce qu'on fait une initiative qui fonctionne RSE et que ça permet d'avoir plus de clients, mais ils en sont ravis. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives. Les heures silencieuses, on en parlait. On fait des paniers anti-gaspillage avec Too Good To Go. On fait plein d'initiatives où ça plaît à la fois à nos clients et donc à nos opérationnels parce qu'ils voient bien l'intérêt de... Donc je pense que c'est ça un peu la différence et cette notion d'engagement un peu plus nouvelle ou modernisée, c'est de se dire on fait de la RSE
pour créer de la valeur et donc de la valeur pour nos clients. Et c'est là où ça reste pérenne et où tout le monde se l'approprie et où la personne qui est en rayon, quand on fait des paniers anti-gaspillage, ils sont ravis de voir que des clients viennent pour ça et que voilà, ça augmente le nombre de clients en magasin. C'est intéressant ce que vous racontez parce qu'en fait, ça montre bien que, in fine, quand même, ça reste la création de valeur qui est importante à vos yeux. C'est pas, on ne fait pas ça juste pour afficher des valeurs sur un carton. Exactement. Alors nous, moi en tout cas, j'en suis intimement convaincue, tous ces sujets-là créent de la valeur. Un sujet qui nous parle, je pense, à toutes les deux. Il y a beaucoup de gens, la diversité femmes-hommes. On ne fait pas ça dans un souci compassionnel parce qu'on se dit, tiens, les femmes représentent 50% de l'humanité, il faut les promouvoir. Non, on fait ça parce que ça apporte de la valeur. Ça apporte de la valeur d'avoir des regards différents, que ce soit d'une femme, d'une personne d'origine étrangère. Tout ça apporte de la valeur. Donc on le fait parce que ça crée de la valeur. Nos paniers dont je parlais, Too Good To Go, vous avez dû voir, ils ont été élus parmi les 100 entreprises qui vont faire l'avenir par le Times récemment. Donc c'est des paniers où nous, quand des fruits et légumes arrivent à 1 ou 2 jours de leur date limite où on sait qu'après ils ne seront plus mangeables, au lieu de les jeter, on les vend à moitié prix. Et donc évidemment, nous, Carrefour, ça nous permet de vendre même à moitié prix des choses qu'on n'aurait sinon pas vendues. Et de l'autre côté, il y a des clients qui sont bien contents de trouver un panier, généralement c'est 3-4 euros au lieu de 12. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Et on l'a segmenté. Maintenant, on a un panier classique, on a un panier légumes et un panier viande. Et c'est vrai que le panier viande, par exemple, il y a des gens en France qui ont du mal à acheter de la viande de manière très fréquente. Ils viennent pour le panier viande. Et c'est là où c'est un peu cette RSE qui crée de l'impact, ça crée de la valeur pour tout le monde. Il fallait juste savoir la capacité de créer ce miedel qui est assez vertueux. Donc on a toute une série d'initiatives comme ça. Le vrac, on en parlait avec Arnaud juste avant l'émission. On a lancé un magasin qui fait du vrac à Montesson. Donc là aussi, le vrac, donc vous le voyez, c'est les grandes colonnes. Grandes colonnes où on peut donc acheter en vrac. Évidemment, il y a un impact environnemental, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'emballage, plastique, papier, etc. Et il y a aussi un impact pour le consommateur, parce que vu que côté industriel, il y avait moins d'emballage, on arrive à vendre ça moins cher. Donc le consommateur s'y retrouve. Il peut prendre des plus petites quantités, parce qu'il y a à la fois des choses de grande consommation et des produits un peu de niche. Si vous voulez acheter des pralines roses pour un dessert, mais vous n'allez peut-être pas acheter un paquet d'1 kilo, vous avez besoin de 100 grammes, et ça permet d'aller à la juste consommation. Et donc là encore, c'est quelque part win-win des deux côtés. Donc nous, c'est à ça qu'on travaille chez Carrefour, d'essayer vraiment de trouver des outils qui créent de la valeur pour nos clients et donc in fine, voilà, pour tout l'écosystème. Vous êtes rattaché au COMEX ? Oui. Oui, alors ça aussi, je pense que c'est un sujet fort. C'est-à-dire que on connaît tous le mode de fonctionnement des entreprises. C'est plus facile quand on est au comité exécutif de porter une politique. Et puis, je pense que ça correspond aussi au souhait de notre PDG, Alexandre Bompard, de montrer que ces sujets d'engagement, on voit à part entière dans les décisions stratégiques de l'entreprise, autant que la direction financière, la DRH, toutes les autres directions. Et donc, c'est un signal fort. Et là aussi, je pense que c'est un signal en interne et en externe que désormais, ces sujets font partie intégrante de notre stratégie et de notre modèle d'entreprise. Vous dites sur ces sujets d'engagement que la grande distribution, c'est le monde de demain. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors moi, je suis arrivée, donc avant je travaillais chez Veolia et je suis arrivée il y a 3 mois chez Carrefour. Je pense que parfois on a une image de la grande distribution un peu surannée. On imagine la grande distribution à l'ancienne dans les années 60. Et moi, ce qui me frappe depuis 3 mois, c'est à quel point on est le monde de demain dans la grande distribution et notamment chez Carrefour. C'est-à-dire que si on veut chez Carrefour avoir des clients qui viennent chez nous, il faut se mettre aux grandes tendances de demain, toutes les tendances de consommation qu'on vit tous toute la journée. Donc il y a par exemple le digital, parce qu'on voit tous que le digital révolutionne nos modes de vie. Donc Carrefour, par exemple, forme ses 300 000 salariés en 3 ans. Ça, c'est quelque chose d'assez novateur. Je pense qu'il n'y a pas tant d'entreprises que ça qui vont former 300 000 salariés donc en 3 ans, en 3 ans, donc 100 000 chaque année. C'est un effort colossal, mais c'est vrai que ça va changer la donne. On a acheté un terrain sur le métaverse assez tôt en début d'année, donc là aussi, on est plutôt précurseur. On installe des bornes de recharge électrique sur nos parkings. Ça aussi, c'est assez novateur. Tout le monde ne le fait pas, en tout cas à cette échelle-là, de se dire on voit bien que la consommation va évoluer en matière d'automobile et donc on installe des bornes de recharge. Un autre sujet, c'est l'offre de produits végétaux, ce qu'on appelle le vegan ou le plant-based en anglais. Là aussi, on a de plus en plus de consommateurs qui veulent manger des produits végétaux et donc on se développe beaucoup. On a lancé par exemple un concours d'innovation auprès de start-up du monde entier en leur disant voilà, présentez-nous vos produits et les 3 meilleurs seront commercialisés chez Carrefour. Et donc, on est en train de regarder, parce que le jury aura lieu en juin, et on a un nombre de réponses incalculable. Et ça aussi, le vegan, c'est une tendance de demain. Et puis, toujours sur les sujets d'inclusion, auxquels on croit beaucoup. Donc, vous en parliez tout à l'heure avec les heures silencieuses. C'est un sujet aussi qui est tout à fait central de comment on fait en sorte que nos magasins soient inclusifs, que tout le monde puisse venir chez nous, quelle que soit leur situation. Donc, on a fait les heures silencieuses pour les personnes autistes. On a des caisses prioritaires où on essaye d'améliorer constamment le fonctionnement. Et on a encore plein d'autres initiatives. Donc, c'est pour ça que moi, c'est ce qui me frappe en arrivant chez Carrefour, à quel point ce secteur est un secteur qui se réinvente et qui est, par définition, quelque part dans le monde de demain. Donc, voilà, je trouve que c'est ça qui fait l'intérêt
l'intérêt, et je pense que c'est ça qui fait aussi la fierté des 300 000 personnes qui travaillent chez Carrefour, qui sont très fiers de travailler dans ce secteur qui est tout le temps en évolution. Arnaud, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous pensez que ce type de modèle va être amené à se développer? C'est un peu ce que vous disiez en introduction, mais vous en avez vraiment la conviction? Moi, j'en ai la conviction. Après, tout le monde ne le fera pas sur le même mode. Il va y avoir la version bullshit et puis il va y avoir la version... c'est toujours le risque, le purpose washing, tout ça. C'est toujours le risque. Mais en fait, si on regarde que le risque bullshit, en fait, on fait rien. Moi, je pense que finalement, la RSE, aujourd'hui, elle est en train de se faire dépasser dans les entreprises. On vient nous voir énormément pour ces sujets-là, en disant, en fait, j'ai besoin de remettre un peu les engagements de mon entreprise, savoir où est-ce que je veux avoir de l'impact, comment je peux transformer mon métier, comment je donne du sens à la transformation de mon métier. Un acteur du BTP, est-ce qu'il doit faire le même béton demain? Non. Comment est-ce que vous mettez en mouvement les gens dans cette entreprise-là? Donc, il y a un truc, finalement, qui, pour moi, est précurseur de demain. Il y a des entreprises qui y sont déjà et qui sont parfois pas les plus grosses. Et je pense qu'il faut accompagner ce mouvement-là parce que ces entreprises auront un impact systémique. Après, il y a des difficultés qui ne sont pas à négliger. C'est un groupe comme Carrefour se retrouve avec... des courbes d'engagement à suivre aussi. On ne peut pas aller plus vite que la musique, vous ne pouvez pas aller plus vite que vos collaborateurs, vous ne pouvez pas aller plus vite que vos clients. Sinon, en fait, vous perdez toute votre capacité d'impact systémique. Donc, comment vous accompagnez et vous prenez le bon timing en connaissant très bien vos clients, mais en connaissant aussi très bien vos collaborateurs. Et c'est là où, après, dans la transformation, pour rentrer dans le dur, je trouve qu'il est important d'avoir un peu cette espèce d'approche triptyque homme, culture, structure. Mais comment est-ce qu'on part des gens ? Déjà, partons de la direction. Comment est-ce qu'elle crée une impulsion? Je travaille avec un COMEX en ce moment, c'est hyper intéressant. Ils sont très en avance de phase sur ces sujets-là, parce qu'ils se sont dit, en fait, il y a 6 mois, on n'y connaît rien. Comment on fait? Et donc, ensemble, ils se font des sessions de 4 heures, régulièrement, toutes les 2 semaines, où ils travaillent ensemble sur ces sujets-là. Ils se regardent des conférences, ils rencontrent des acteurs sur ces sujets-là pour se faire leurs propres convictions. Pour l'instant, j'ai jamais vu ça ailleurs. Un COMEX, ensemble, une équipe. C'est hyper intéressant. Et puis 4 heures par tous les 15 jours, c'est engageant pour le coup. Et puis, c'est pas un petit groupe. Donc, il y a un truc hyper intéressant là-dessus. Ensuite, comment est-ce qu'on part des gens? Parce qu'une fois qu'on s'est fait sa conviction en tant que direction, il est très facile de dire allons-y, super, voilà la stratégie. Non. Je trouve qu'il y a un truc qui est assez intéressant, c'est quand on commence à démarrer sur ces sujets-là, c'est de partir des gens. Donc, aller voir le corps social, savoir où il en est. Qu'est-ce qui met derrière ce sujet-là? La plupart des gens ne savent même pas ce que veut dire RSE. Quand vous allez leur parler d'engagement, où est-ce qu'on va? Et donc partir des gens pour savoir finalement quels sont leurs sujets de préoccupation, pour savoir la temporalité dans laquelle ils sont, ce qui permettra de donner des informations à la direction pour, elle, poser un cadre stratégique qui restera sa responsabilité. Mais du coup, on se connecte à la réalité. Et c'est ça qui va faire qu'on peut transformer ensuite l'entreprise. Ensuite, on pourra influer sur la culture et bouger éventuellement les process et la structure à la fin. En général, on bouge ça d'abord, mais les gens ne bougent pas ensuite. Là, partir des gens, je trouve que c'est assez intéressant. Et si on procède comme ça, en fait, ça permet, avec une démarche qui est des petits pas, des expérimentations, et tu en parlais sur le vrac et ce genre de choses-là, comment est-ce qu'on teste des choses à échelle? On apporte la preuve au métier que ça marche, que ça apporte de la valeur et que ça répond finalement à des besoins à la fois d'impact et à la fois business. Et là, en fait, on va commencer à embarquer les gens. En fait, c'est les petits feux de camp. Et c'est comme ça qu'on arrive à transformer des groupes qui peuvent être de 300 000 collaborateurs en évitant une énorme injonction et en évitant un écueil, et je terminerai là-dessus, qui est... celui du discours lénifiant, on l'a eu sur le management, on pourrait l'avoir là-dessus, où on essaie d'accrocher les gens sur des convictions. Mais en fait, 300 000 personnes, il y a 300 000 convictions, vous allez vous perdre en fait. Et donc pour ne pas se perdre là-dedans, en général, on a des discours qui sont, moi je trouve, extrêmement lénifiants et qui perdent prise avec la réalité. Donc l'enjeu, c'est comment est-ce que les convictions, on les met au service de cette réalité-là, mais pas on tord la réalité par rapport à ces convictions. Et c'est comme ça qu'on arrivera à impulser finalement des transformations de fond qui prendront peut-être du temps, mais qui, quand elles prennent du temps sur une entreprise à 300 000 personnes, leur impact dans le monde, le jour où elles y arrivent, en fait, il est 20 fois plus puissant que n'importe quelle start-up. Donc je n'oppose pas grand groupe et start-up, mais je trouve qu'il y a un truc intéressant là-dedans pour développer un impact systémique en fait à court terme. Merci beaucoup Arnaud de Malocène, directeur du développement de The Boson Project, et Karine Kroos, directrice de l'engagement de Carrefour. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Dès lundi, vous retrouvez Stéphane Sommier et nous, on se retrouve vendredi prochain.